Bonjour, monsieur Syndicat de Kolo. Bonjour. Nous avions appris selon des sources à Kinshasa que vous avez été condamné par la justice congolaise à 12 mois de prison ferme pour une affaire immobilière. Quelles sont vos réactions? Écoutez, je pense que la question de l'affaire en elle-même n'est pas tellement un problème. Ça fait déjà quelques semaines que j'avais déjà annoncé on était en train d'essayer de monter des dossiers contre moi. Dans ce cas-ci, peut-être il faut juste souligner que j'ai l'impression qu'on a franchi encore une autre étape maintenant dans le non-respect des lois et des libertés des citoyens au Congo. Pour vous donner un exemple, le jugement qui m'a été signifié fait référence à un huissier qui m'aurait donc remis cette citation directe. Cet huissier n'existe pas. Donc j'ai une confirmation du juge qui effectivement nous dit que ce greffier n'est pas enregistré au niveau du greffe, au niveau du tribunal. Il dit soi-disant que la citation directe m'aurait été signifiée, déposée à un voisin. J'ai fait déposer également le voisin. Il a écrit lui-même, il a confirmé par écrit qu'il nie complètement avoir acté ou jamais avoir reçu quoi que ce soit qui me soit adressé. Et puis en même temps, on me juge et on me condamne par une cour de même niveau que la cour qui a jugé les mêmes faits et qui m'a donné raison il y a de cela un peu plus d'un mois. Donc c'est vraiment du n'importe quoi et ça montre en fait au niveau de la forme et la légèreté avec laquelle tout ce dossier a été monté que au Congo on ne fait même plus l'effort de sauver les apparences. On assume que nous sommes dans un état de non-droit et que il suffit d'avoir la force de son côté pour mettre la justice au pas et lui mentaliser dans le sens dans lequel ça intéresse politiquement. Donc voilà, c'était quelque chose. Moi je m'y attendais. Je sais que dans un moment qui tente à se radicaliser une dictature comme la RDC, c'était quelque chose qui m'attendait dès lors que j'ai fait le choix de parler et de dire ce que je pense sur la situation. Et donc je ne suis pas surpris. Avez-vous déjà reçu un message venant de la justice congolaise? Non, aucun, mais je vais écrire, je suis en train de rédiger une lettre. J'ai décidé d'en faire une lettre ouverte parce que à ce niveau-là, je pense même pas qu'il s'agisse d'un malentendu ou d'un problème technique lié à la justice, mais réellement d'une option politique et philosophique. Et je pense que c'est important que tous les gens qui ne sont pas au PPRD mais qui sont les collaborateurs et les partenaires de Joseph Kabila aujourd'hui se rendent compte du rôle qu'ils sont en train de jouer dans le basculement de notre pays dans réellement ce qui est une dictature. Moi, je ne me rappelle pas qu'on ait atteint de telles extrémités, une telle gravité, même à l'époque de la Deuxième République. C'est vraiment une dérive qui est, il faut absolument dénoncer. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'opinion publique des Congolais, mais également des politiciens, notamment des membres de la majorité présidentielle. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de franchir une ligne rouge au-delà de laquelle leur responsabilité juridique ou pénale risque un jour d'être engagée. Et là, je parle pas de mon cas en particulier, mais je parle notamment de toutes les autres violations des droits de l'homme que tout le monde dénonce et que les communicateurs de la majorité présidentielle essayent d'enrober en disant que c'est parfaitement normal. Et il est important que tout le monde se rende compte qu'on arrive dans une situation maintenant au Congo, là il va falloir que les gens prennent, ils choisissent leur position, soit ils sont pour la dictature, soit ils sont contre. Et ce sera difficile pour les politiciens de rester en dehors de ce débat-là. La CENI, par la voix de son président, M. Corneille Nangaa, a confirmé qu'il n'y aura pas d'élection à la fin de cette année. Qu'en dites-vous? Plus personne ne croit dans l'indépendance de la CENI, plus personne ne croit dans l'honnêteté ou dans l'objectivité du gouvernement. On voit bien maintenant qu'on est en train d'entendre parler petit à petit à la radio, à la télévision, d'état de l'imminence ou l'intérêt d'un référendum. Et donc on en revient au schéma de base qui était Kabila veut absolument se maintenir au pouvoir. Et c'est d'autant plus grave lorsqu'on considère depuis un an le nombre de violences et de morts qui ont servi d'excuse à ne pas organiser les élections. Et effectivement, on doit se poser la question à qui profite le crime. Et je n'ai aucun doute qu'un jour,
toute la lumière sera faite sur ces crimes et que toutes les personnes qui éventuellement pourraient être complices de ces crimes devront en répondre devant la justice. Et là, on n'est plus en train de parler d'une opportunité à court terme, mais de crimes imprescriptibles pour lesquels beaucoup devront payer sur le long terme. Un petit mot, Monsieur Dokolo, sur ce grand projet que vous travaillez depuis des années aujourd'hui, le Simangola. Un projet très impressionnant que nous avons tous vu et suivi sur vidéo hier. Et est-ce un projet qui pourra, vous pensez qu'il pourra sortir même de la frontière de l'Angola, peut-être un jour atteindre même les terres de nos ancêtres en RDC? Écoutez, moi je pense qu'il faut que petit à petit le Congo change de disposition vis-à-vis de ses enfants de la diaspora, notamment ceux qui ont réussi à acquérir un savoir-faire, une capacité professionnelle, un talent particulier. Et je pense pour reconstruire le Congo, il faudrait vraiment essayer de ramener tous les fils du Congo qui peuvent aider le Congo à se développer plutôt que de les réduire à l'exil ou de se méfier d'eux. Moi, je réussis à développer de grands projets en Angola parce qu'éventuellement, évidemment, il y a un environnement qui est favorable, mais surtout parce que je suis le fils de mon père et que c'est la vision et l'ambition que lui m'a inculqué. Mon objectif en tant que Congolais, c'est d'arriver un jour à pouvoir développer des projets de cette nature-là en RDC. Malheureusement, ce genre de projet industriel nécessite un degré de rigueur, de confiance dans le système politique et dans le système judiciaire, dans la culture de la parole donnée, qui en RDC n'existe pas. Et donc c'est très difficile. Alors vous trouverez toujours des entreprises étrangères pour essayer de profiter de ce que le marché congolais a à offrir, mais vous n'arriverez jamais à développer une classe d'affaires nationale forte avec ce genre d'approche et ce genre d'études, malheureusement. Et c'est bien ce dont il s'agit. Le Congo a des atouts importants, mais il n'y a que des Congolais qui arriveront à exploiter le potentiel économique et les potentialités du Congo dans le meilleur intérêt des Congolais. On parle souvent d'investissement étranger. L'investissement étranger crée de l'emploi, c'est important. Mais ce qui est fondamental stratégiquement pour un pays, c'est avoir une stratégie économique et elle ne peut se fonder que sur les entrepreneurs nationaux. Donc j'ai hâte, j'espère que le plus tôt possible, le Congo redeviendra un terre de liberté, une terre de promotion de ces valeurs importantes et une terre de vision, de respect et d'amour du Congo. Je pense que c'est aujourd'hui ce qui fait cruellement défaut à nos dirigeants, c'est un manque total d'amour du Congo, un manque total d'empathie avec les Congolais. Et je pense qu'il est important que cette page soit tournée le plus vite possible et le plus paisiblement possible. Merci beaucoup, Monsieur Sindika Dokolo, de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie.